Bonjour, bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue aujourd'hui, 23 septembre 2021, sur Solarium Radio pour cette première émission consacrée aux maternités d'ici et d'ailleurs. Je m'appelle Pascal Andris et je suis accompagnée de Rose Ida McLean et nous sommes très heureuses de vous accueillir pour cette toute première émission. Ici, nous sommes dans le sympathique café associatif Le Gelinier de Saint-Ouen, qui nous a chaleureusement ouvert ses portes pour cette grande première. Alors nous en profitons déjà pour leur dire un grand merci. On va peut-être commencer par se présenter. Rose, dis-nous un peu qui tu es. Oui, bonjour. Rose Ida McLean. Je suis coordonnatrice de l'association Rose Dog Service, une association de service à la personne créée en 2009. Suite à une expérience personnelle pas évidente, donc étant maman de 2 enfants, dont un qui est IMC, invalidité moteur cérébrale, nous avons créé donc cette association de service à la personne qui s'occupe particulièrement des handicapés, des personnes âgées et personnes dépendantes. Nous avons entre autres d'autres prestations que nous proposons, et particulièrement service traiteur. J'adore manger, recevoir, partager et aussi le voyage. Je suis également aide-soignante d'un EHPAD depuis une trizaine de... ça fait 13 ans que je suis en EHPAD, je suis aide-soignante en EHPAD. EHPAD, c'est, comment dirais-je, établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Eh bien moi, je suis donc Pascal, je pourrais me considérer comme une femme plurielle. J'adore cuisiner, manger aussi, passer du temps avec ceux que j'aime. Et je suis maman de 2 garçons. Je suis également podcasteuse. J'ai créé un podcast qui s'appelle Autour de la table rose, spécialement pour les femmes et que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Et je fais partie de plusieurs associations culturelles. Je suis aussi conseillère municipale et entre autres choses. Et tout comme Rose, j'adore partager, échanger et aider les autres du mieux que je peux. Oui, donc nous allons particulièrement parler donc de la maternité d'ici et d'ailleurs, qui se veut inclusive. Je vais devoir lire. Je vais dire un petit peu de quoi parle l'émission. Alors, cette émission parle de la maternité d'ici et d'ailleurs. C'est une émission qui se veut inclusive et surtout empreinte de curiosité informative. L'idée est d'aller à la rencontre des femmes du monde entier, ensemble, pour voir ensemble toutes les différentes maternités. Celles qui sont uniques, celles qui se ressemblent et celles qui n'ont rien à voir. Nous découvrirons ensemble ce qui fait la maternité pour les unes et pour les autres. Comment se fait la transmission, ce qui peut changer d'une génération à l'autre, ce que l'on peut apprendre de différentes traditions. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maternité de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous allons commencer par apprendre comment dit-on bonjour dans ces pays. Alors, pour le Sénégal, c'est Nangadef pour le Wolof et Kassoumé pour les gens du Sud. Nous avons une intervenante qui est du Mali, qui va nous dire comment on dit bonjour en Bambara, Maria. Donc aujourd'hui, on a le plaisir en fait de recevoir Mariam ici, qui vient du Mali. Donc comment on dit bonjour effectivement là-bas? Bonjour. Je crois savoir qu'il y a 2 manières de dire. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Madame Dikine Maria. C'est nous, nous dit unité, nous Kanawari. Il y a une façon de s'ommiquer de Kanawari et donc on dit amitié. C'est ça. Super, merci beaucoup.
Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous par téléphone Madame Agnès Traoré qui va nous appeler du Sénégal. Et puis nous aurons aussi un enregistrement de Madame Teko de la Côte d'Ivoire qui va également nous parler de la maternité, des différentes traditions. Je pense que ce sera intéressant d'échanger avec ces trois femmes pour voir un petit peu comment se passent les différentes maternités selon la région d'où l'on vient. Et sachez que vous avez également la possibilité, chères auditrices et auditeurs, de nous raconter vos traditions autour de la maternité sur la page Facebook de l'association Solarium Radio. Donc vous tapez juste Association Solarium Radio et vous pourrez tout nous raconter. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de la grossesse et de l'accouchement, ainsi que des rites et des coutumes, ainsi que de l'accompagnement. C'est une réalité en Afrique. Le taux de fécondité est plus élevé qu'en Europe. Ou ailleurs dans le monde, pardon. 1,58 enfants par femme en Europe et 4,5 en Afrique. Différentes raisons font que les femmes ont beaucoup d'enfants dans les régions du Sud. La baisse importante de la mortalité infantile. En effet, par le passé, la forte fécondité était contrebalancée par une forte mortalité. Actuellement, la fécondité diminue également, mais plus lentement. Différentes raisons font que les femmes sont beaucoup plus d'enfants dans les régions du Sud. Ce qui s'explique, la baisse importante de la mortalité infantile, la polygamie, l'accès plus limité à la contraception, le niveau d'instruction plus faible, la crainte de l'avenir et les besoins du présent. Tu veux développer un petit peu oui, d'accord. Pour la polygamie, alors pour la polygamie, donc je dirais que il y a une sorte de concurrence entre les femmes. Donc il y a une sorte de concurrence dans la mesure où aucune femme n'a envie de passer pour celle qui est moins fertile que l'autre. Donc, dès qu'une accouche, l'autre s'empresse aussi de tomber enceinte. Et ça, c'est d'abord pour ne pas... Parce que l'infertilité en Afrique est très mal perçue. Et éventuellement, pour des familles où il y a une richesse, pour le partage des biens par la suite, il ne faudrait pas qu'on soit la personne lésée parce que c'est partagé en fonction du nombre de têtes. Donc voilà, donc tout ça, voilà. Et l'accès limite à la contraception, donc ça aussi, par rapport à l'Europe, par rapport à ça. Il y a moins. Et c'est moins bien vu aussi, je pense, dans certaines contrées. Oui, tout à fait. On s'accompagne. Oui, en fait, la femme se marie pour procréer. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, si elle ne procrée pas, on commence à lui demander qu'est-ce qui se passe. Là, sa maman même s'inquiète, mais comment ça se fait, enfin bref. Donc voilà. Le niveau d'instruction aussi, parce que ça permet, quand on est instruit, déjà on va à l'école beaucoup plus tard, donc on se marie plus tard. Et puis en étant instruit, on sait qu'il y a d'autres moyens, donc il y a des moyens de contraception qu'on peut même prendre en cachette. La crainte de l'avenir, moi je dirais la crainte de l'avenir, c'est surtout, en fait tout le monde sait qu'au niveau social en Afrique, on est moins pourvu, enfin moins développé entre guillemets que l'Occident. Et donc en faisant les enfants, on se dit dans le lot de ces enfants, il y aura forcément un ou plusieurs qui sera soutien de famille, un ou plusieurs à qui on pourra transmettre les connaissances familiales, et pour le futur, un ou plusieurs pourra nous prendre en charge quand on sera vieux. Parce que même pour ceux qui ont travaillé, on sait que le niveau de vie, le salaire est très bas,
à la base quand on est dans la vie active. Donc même pour ceux qui ont une retraite, ça reste quand même quelque chose de très faible. Donc si vous avez des enfants, plus vous en avez qui travaillent, même si chacun donne un peu, ça remplace un peu le système social bien développé en Occident en fait. Donc en fait ça c'est un peu une liste non exhaustive des différentes raisons qui peuvent faire que dans les pays du Sud il y a souvent plus de natalité que par exemple en Europe, parce qu'effectivement ici il y a un système normalement de retraite, hein, on ne va pas en parler, mais normalement il devrait y avoir. Et ce qui fait que ça permet en fait aux personnes, peut-être aux femmes, de faire moins d'enfants parce qu'elles sont moins inquiètes pour leur avenir. Donc je pense qu'on va appeler Madame Traoré et puis comme ça on va pouvoir peut-être commencer cette petite discussion tous ensemble autour de la grossesse, parce que moi j'ai plein de questions à poser à Madame Traoré et aussi à Madame ici. Alors, Madame Traoré, bienvenue dans cette première émission de Solarium Radio consacrée aux maternités d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et on se réjouit de pouvoir discuter avec vous de ce sujet. Donc moi je m'appelle Pascal et donc je suis avec Rose Ida. Et avec nous, il y a aussi une autre intervenante qui s'appelle Mariam Si, qui vient, elle, du Mali. Et donc vous êtes au Sénégal, c'est ça? Oui. Ok, super. Tout d'abord, je vous entends un peu mal. Ah, alors on va essayer de faire au mieux. Est-ce que là, vous m'entendez un petit peu mieux? Oui. Ok, super. Alors j'ai envie déjà de parler de la grossesse. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on annonce sa grossesse à tout le monde? Est-ce qu'on la cache? Si on la cache, pourquoi? Et à qui on annonce finalement cette grossesse? Parce qu'il me semble que, en tout cas, ça doit être une bénédiction quand une femme tombe enceinte. En tout cas, dans nos régions, c'est souvent le cas. Et donc voilà, je voulais un petit peu savoir pour vous comment ça se passe en fait. Merci. Tout d'abord, bonjour depuis le Sénégal. Je suis Madame Traoré Agnès Bob, mariée avec 6 enfants et sénégalaise. Je voudrais parler de la maternité africaine chez nous ici au Sénégal. Une des raisons qui fait que la femme ou la jeune fille cache sa grossesse, c'est soit elle est encore célibataire ou c'est une grossesse hors mariage. Ah, ok. Et dans ces cas, elles le font pour éviter les commérages. D'accord. Je vais vous donner un exemple qui m'est propre. Je venais de mettre au monde mon 2e enfant en 1972. Quand 3 mois après, je tombe enceinte de la 3e. Wow. Et pensant au commérage, par rapport à ces grossesses rapprochées, j'ai essayé de cacher ma grossesse tant bien que mal. Et pourtant, j'étais dans le mariage. Notre fille qui a caché sa grossesse jusqu'à terme. Tout simplement parce que c'était sa 2e grossesse avec refus de paternité pour la 2e fois. Okay. Elle a dû travailler pour pouvoir assurer les frais de son accouchement jusqu'à terme. Ok. Et donc, figurez-vous que c'est au lieu de son travail. Alors, les petits aléas de WhatsApp et... Moi, j'avais un appel. Oui, pas de souci. Et une de ses amies qui était au courant de sa situation, qui l'a accompagnée à la maternité. Okay. Et c'est de là seulement que sa maman a été jointe au téléphone et mise au courant. Ah, donc elle n'avait même pas prévenu sa maman? Sans consultation prénatale aucune. Donc elle n'avait même pas prévenu sa propre maman? Non, elle avait peur. D'accord. Elle avait peur qu'elle soit par exemple sermonnée. Et vu qu'elle était l'aînée de la famille, et c'était la 3e fois que ça lui arrivait. D'accord, très bien. Voilà.
Mariam, est-ce que Et c'est... chez nous au Sénégal, les accouchements à domicile sans assistance médicale sont mortels pour les drame. Bah, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, je vais juste... Les zones rurales Ouais. sont ainsi obligées d'accoucher à domicile. Aussi parce qu'elles cachent leur grossesse. Ok. Alors, j'ai posé la même question en fait à Myriam. Mariam. Donc, est-ce que aussi c'est pareil, il y a des raisons pour lesquelles on peut cacher la grossesse ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on annonce assez fièrement au Mali? Ok, bonsoir. C'est pareil comme Tata l'a dit. Il y en a qui ne font pas de consultation prénatale, je disais, et souffrent à cause d'hémorragie, d'anémie et d'infection. Attends, Tata, excuse-moi. D'accord, je laisse parler? Ouais. Ok, vas-y alors. Parce que je pensais qu'on peut le marcher. Je continue? Oui. Souvent, les facteurs culturels expliquent les accouchements à domicile. Par exemple, les belles-mères prennent presque toutes les décisions en milieu rural. Elles disent à leur belle-fille qu'une brave femme accouche à la maison. Et il y a aussi le coût élevé des frais médicaux qui explique que beaucoup de femmes ne vont pas voir l'agent de santé. Ok. Alors là, on va juste demander à Mariam de nous parler aussi un petit peu de comment ça se passe au Mali, concernant aussi l'annonce de la grossesse en fait. Ok, bonsoir. Comme Tata elle a dit, c'est la même. Voilà, c'est la même. Mais quand on est tombé ensemble, premier enfant, même avec les mariages, on casse. On dirait. Après, jusqu'à les grossesses, il va avancer. Et même bon, ça va. Ok. Chez nous, c'est la honte. On ne peut pas dire que je suis ensemble. D'accord. Chez nous, on ne disait pas. Mais il y a une raison pour laquelle on ne dit pas? Il y en a, il y a une raison qu'on ne dit pas, on dit qu'on laisse d'abord et ça, le processus va avancer. Il y en a, et ils ont honte pour dire, pour montrer qu'il y a lycée. Ici, au pays, c'est pas la même. D'accord. Voilà, c'est pas la même. Et est-ce que c'est quelque chose que, parce que vous avez 8 enfants, c'est ça? Ouais, moi j'ai 8 enfants. 8 enfants. Est-ce que c'est, vous les avez tous eus ici? Non, j'ai 7 ici et ma fille, j'ai eu au pays. Ok. Et est-ce que vous avez l'impression que ici vous avez pu l'annoncer? Oui, ici, Mali, c'est pas pareil. Voilà, donc ici vous avez pu dire que vous étiez enceinte sans problème. Ouais. Et la différence c'est qu'au Mali peut-être on ne le dit pas, on attend en fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Moi j'avais lu dans mes petites recherches aussi qu'une des raisons pour lesquelles on n'annonce pas la grossesse, c'est parce qu'on a peur d'attirer des convoitises ou d'éviter les mauvais sorts. Donc est-ce qu'il y a aussi ce genre de réflexions qui se font au Sénégal? Oui, selon les croyances populaires, annoncer sa grossesse peut faire perdre le bébé. Ah ah. Ok. C'est pareil aussi au Mali? Il y en a au Mali, ils croient ça. Ok. Ouais. Il y en a, ils croient, il y en a, ils ne croient pas ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai aussi entendu, enfin, et lu surtout que les femmes, quand elles sont enceintes, elles ne doivent pas sortir le soir parce que ça peut être néfaste pour la personnalité du bébé. Et donc voilà, on fait appel aussi des fois à des marabouts, elles portent des gris-gris. Beaucoup de rituels sont mis en place pour protéger ce bébé pendant la grossesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différents rituels? Ah, elle est partie?
Non, elle est là, elle est celle-là. Tata? Je suis là. C'est le Sénégal? Oui, oui, vous pouvez y aller. D'accord. Ben, moi, ce que je sais ici, il y a, par exemple, on nous dit que quand vous êtes enceinte, il y a des heures auxquelles vous devez sortir et que vous ne devez pas sortir. Et quelles sont ces Par heures? exemple, à partir de 19h, 19h30, il ne faut pas marcher sous l'arbre. Et est-ce qu'on nous dit ce qui risque d'arriver? Et à partir de 13h aussi, entre 13h à 14h et 14h, c'est aussi défendu. De marcher sous l'arbre? Si vous décidez d'avoir un enfant génie, vous pouvez sortir sa place sur votre enfant. Ok. Voilà pourquoi c'est interdit votre enceinte. D'accord. Mais donc, ça veut dire si on marche sous l'arbre, l'enfant, il ne va pas bien sortir, c'est ça? Non, il va bien sortir, mais il aura des malformations, par exemple. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est pareil au Mali? Oui, c'est pareil, ouais. Comme l'heure de prière, comme Marie. Voilà. Quand le soleil pousse, il disait qu'il faut rester à la maison. D'accord. Il ne sort pas. Ok. Voilà. Mais comme elle a dit aussi, 13h, de midi à 13h. Quand le soleil est très tard, il ne faut pas sortir. Sinon, les jeans, ils vont changer ton bébé. Je changer en quoi? Voilà. Il ne peut pas marcher, il peut rester, il y en a, ils ne grandissent pas. Il y en a, ils ont des grosses têtes comme ça. Mais les gens, ils ne croient pas avec les religions maintenant. Il y en a, ils croient, il y en a, ils ne croient pas. D'accord. Voilà, avec les religions. C'est plutôt ceux qui sont dans les religions traditionnelles qui continuent à croire ça? Oui, il y en a, ils croient, il y en a, ils disent non, il y en a, ils ne croient pas. Voilà. Maintenant, comme les guillemets, il y en a, ils croient, il y en a, ils ne croient pas. Voilà, c'est comme ça, madame. Okay. Voilà. Très bien. Si tu veux Oui, continuer. d'accord. Donc, nous allons parler de l'alimentation. Ah, ok, d'accord. Parce qu'elle... Ok. Elle intervient. Là, je voulais poser des questions concernant l'alimentation des femmes enceintes. Qu'est-ce qu'on en dit pour les envies en fait? Tata? Madame Traoré? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui est recommandé aussi de manger? Quand une femme est enceinte, en fait, qu'est-ce qu'elle doit manger et qu'est-ce qu'elle ne doit absolument pas manger? Et puis, comme elle a dit Rose, concernant les envies, en fait, comment ça se passe? À mon humble avis, elle va manger sainement. Mais il arrive que les femmes aient des envies un peu, excusez-moi, un peu tordues. C'est-à-dire, elles ont envie de prendre du savon de Marseille, qu'elles mangent, qu'elles mâchent, d'aller chercher du sable. Le kaolin, le sable même aussi. Et il y a l'autre aussi, c'est-à-dire, à part le kaolin, il y a par exemple, tu vois une femme suivre une voiture en train de continuer sa course et respirer le gaz. Voilà, le gasoil. Ok. Donc chez vous aussi, ça, c'est l'envie qui leur donne, comment dirais-je, c'est cette envie-là de la grossesse qui leur pousse faire ça. Voilà. Et moi, par exemple, quand je suis en grossesse, mon envie, c'est des saucissons, des jambons, des yaourts. Donc, c'est pas pareil. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne recommande pas? Parce que moi, par exemple, je sais que j'avais entendu dire que, par exemple, on ne peut pas manger de l'ananas, voilà, d'autres aliments comme ça, que c'est genre interdit de manger quand on est enceinte.
parce que sinon l'enfant, justement, il va avoir la marque de l'ananas sur lui. Donc voilà, est-ce que vous avez ce genre de croyances aussi qui circulent au pays? Là, je ne pouvais pas tellement bien répondre à cette question, mais moi je sais que les bananes, j'en raffole quand je suis en Très bien. Et pour toi? Et il paraît que le yaourt aussi est défendu. Ah, ok. Ah ouais? Mais je ne sais pas la grossesse. Non, je ne sais pas. Ok. Oui, chez nous, ils disaient qu'il ne faut pas que les femmes enceintes mangent beaucoup de piments, sinon le bébé va beaucoup pleurer. Ah, voilà. Chez nous, ils donc disaient si ça. il mange le piment, après, enfin, si la maman mange le piment pendant sa grossesse, Voilà. l'enfant ce sera Voilà, un chat, quoi. voilà, il pleure beaucoup. D'accord. Mais voilà, il disait ça. Et l'été aussi, quand les bébés l'été, là, qu'on voit au Mali, là, au Sénégal, l'été, À la taille. voilà, Et, le bébé, il dort pas. Ok. Il disait ça. Voilà, D'accord. il y en a, il disait ça. Mm. Voilà, c'est ça. Et donc vous n'avez pas dû manger le piment? Non, qui mange piment un peu, mais pas Ok, beaucoup. Il pas disait que, mais comme c'est pas, il y en a, ils sont pas pareils. Mhm. Pour moi, les colas, là, je mange beaucoup de cola. Ok, Voilà. très bien. En fait, comme Tata elle a dit, les voitures, là, les filles qui sortent Ouais. derrière, moi j'aime bien ça. Ah, toi t'aimes bien pendant la grossesse? Donc ça veut dire que tu te mettais sous les voitures pour En respirer? tout cas, même si je n'ai pas fait ça là, il y en a, ils mangent aussi charbon. Quand on cuisine un Mali là, avec les bois, là, Ok, ouais, le charbon, ouais. il y a des gens aussi qui mangent ça aussi. Ok. La grossesse, pendant la grossesse. D'accord, en fait il y a de tout quoi. Je m'entends faiblement. Ah non, désolée. Donc elle nous disait qu'en fait au Mali, Il y a un peu défaut. oui malheureusement, alors elle nous disait qu'au Mali, il y a beaucoup de femmes qui mangent aussi des fois du charbon pendant qu'elles sont enceintes, c'est une des envies qu'elles peuvent avoir. Donc voilà. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu des grossesses multiples. Est-ce que enfin, au Sénégal, en fait, comment elles sont perçues ces grossesses multiples quand on a des jumeaux ou des triplés? Est-ce que c'est bien vu ou est-ce que on en a peut-être un peu peur? Parce que je sais que des fois, dans les religions traditionnelles, ça peut avoir certaines significations différentes d'un pays à l'autre. Donc, je voulais savoir comment ça se passe au Sénégal et après, on ira du côté du Mali. Dans certaines religions, c'est signe de prospérité. Ok. Et donc, ils disent que c'est comme des mèches. C'est tout qu'on appelle. C'est une richesse. Une bénédiction. On l'appelle comme ça. Voilà. Mais dans l'état actuel où sont les choses, je crois que la tendance quand même à régresser quand même. Ok. La vie, Ok. c'est un peu compliqué. Voilà. Et pour le Mali, comment ça se passe? Pour les jumeaux, les triplés, quand une femme elle est enceinte de jumeaux, de triplés, est-ce que c'est bien vu ou est-ce qu'on se dit oh là là, catastrophe? En fait, il y en a, même en Afrique, il y a des grands-mères là-bas, il y en a les grands-mères, il y en a même les mamans, ils sont très très forts. Ils sentent. Il y en a ici, même au grossesse au début qui était ensemble, je sais qu'ils étaient ensemble. Dès que ça va avancer, il y en a, ils savent même que c'est jumeaux, mais plus ils ne savent pas. Donc ils vont dire, on dirait que c'est jumeaux, on dirait que c'est jumeaux, on dirait ça, des bébés. La fin c'est des bébés. Et les grands-mères et maman, ils connaissent beaucoup de choses. Il faut que
C'est pour ça, maintenant, nous, les enfants, il faut qu'on demande vers eux. Oui. Voilà, il faut qu'on va retourner. Pour retourner pour la transmission. Voilà. Ok. On est beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, dans les lectures que j'ai pu faire, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que parmi les Bambara, au Mali, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, on croit que les jumeaux, ils sont sous la protection du dieu androgène Pharaon, qui vivrait dans les rivières et qui restaure l'équilibre sur la terre. Et donc, les jumeaux, ils peuvent marcher sur l'eau, résoudre les disputes, prédire l'avenir. On les appelle Flani. Bambara, c'est Flani. Voilà. Fou. Ok, Fou et Flani. Voilà. Et qu'en fait, ils sont vraiment une bénédiction pour l'humanité même, en fait. Donc, que voilà, c'est vraiment important. Et qu'en fait, tout ce qui est fait pour l'un doit être fait pour l'autre. On doit toujours faire la même chose. Et que s'il y en a un qui part, un décès ou quelque chose comme ça, eh ben, il sera remplacé peut-être symboliquement par une figurine ou quelque chose qui sera toujours porté et qui doit être soigné jour après jour. Donc voilà, je pense qu'effectivement, dans ces cultures-là, les jumeaux sont quand même très très importants. Après, effectivement, c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les triplés ou les quadruplés, parce que c'est quand même des choses en Europe qu'on voit beaucoup, mais qu'on voit encore plus qu'avant, mais que j'ai pas forcément. Je sais pas trop comment ça se passe là-bas. J'ai fait maintenant les jumeaux. C'est beaucoup, mais avant, nous, on disait que c'est la famille. Quelqu'un qui... Imagine, moi, mon papa, c'est jumeau. Mon petit frère, il a les jumeaux directement. Ok, d'accord. Voilà, comme on fait héritier. Voilà, okay. Nous, on disait ça comme ça. D'accord. Mais maintenant, avec... on voit beaucoup de jumeaux. Mais il y a des gens, ils croient ça, là, que les jumeaux, c'est ce que tu as dit, avec les horizons maintenant, tout est changé. On ne croit pas beaucoup de choses. Ouais. On ne croit pas. Donc les religions plutôt occidentales, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà, on ne croit pas que... Voilà, il y a un jumeau, il va partir, l'autre aussi va partir. Il y en a qui croient, mais il y en a qui ne croient pas. Ok, voilà, d'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose encore, Agnès, par rapport aux jumeaux? D'accord. Comme elle si bien de le dire, Madame Garbanier, chez nous aussi, les jumeaux sont une bénédiction pour la famille. Par exemple, il ne faut pas faire du mal aux jumeaux parce qu'ils sont énergie. Ils ont une certaine influence par rapport au comment dirais-je. Si tu tapes un et l'autre est mécontent, c'est un petit exemple que je donne. Donc tu n'es pas content. Quand tu fais du mal à l'un, c'est à l'autre que tu l'as fait. Et souvent, il paraît qu'ils sont tellement complices, il faut faire attention avec eux concernant l'éducation. Et dès que l'un tombe malade, aussitôt l'autre aussi suit. Là, c'est les jumeaux. Je ne sais pas, les jumeaux, c'est comme ça. Ok, très bien. Alors, on va passer un petit peu au... On a un petit souci de micro, voilà. Non, toujours pas. Ah si, ça y est. Alors, on va passer au thème un petit peu hot de la soirée. Voilà. Donc, c'est Yves Rose qui s'y colle. Oui. Et que peux-tu nous dire de la sexualité durant la grossesse? Est-ce que c'est préconisé? C'est interdit? Est-ce qu'il y a des tabous? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les tabous disent à partir de 5 à 6 mois, il faut séparer la femme de son mari pour éviter les rapports. Mais il y a une raison particulière? Moi, là, franchement, je ne sais pas, j'ai pas assez de recherche pour ça. Contrairement aux autres, par exemple, à moi, moi, j'ai mes rapports jusqu'à l'accouchement. D'accord. Jusqu'à terme. Maintenant, pourquoi on l'interdit? Moi, je ne sais pas. D'accord.
Et Mariam, toi, tu as des informations aussi sur ça, aussi à partir d'un certain mois, on arrête les rapports intimes. Désolée tout le monde, c'est nous, après l'accouchement. Quand tu es imprégné l'enfant, tu vas chez ta maman ou grand-mère de la famille, tu fais 40 jours. Voilà. Même à la maison aussi, la personne ne fait pas cuisiner jusqu'à 40 jours. Si ton mari aussi il a des femmes, il va rester de l'autre côté jusqu'à 40 jours. D'accord. Voilà, c'est ça que c'est comme ça. Ok. Donc vous, c'est plutôt après l'accouchement. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça c'est après l'accouchement. Mais pendant la grossesse, il n'y a rien qui dit ça peut être jusqu'à la fin. Non, même s'il y en a, moi... C'est toi, Moi... Mon mari, il a qu'une femme. Pas deux. Alors c'était jusqu'à la fin. Ah là là. Alors maintenant, on va parler quand même de ce moment important quand même, qui est l'accouchement. L'accouchement. Alors, que pouvez-vous dire de l'accouchement? Il y a d'autres qui disent que l'accouchement à l'horizontale n'est pas la position naturelle, et n'est pas préconisé. Bien que nous ayons subi l'influence occidentale, où on s'allonge sur une table, on va à l'hôpital. Alors, que peux-tu nous dire de l'accouchement en général, des autres modes d'accouchement que tu connais? Traditionnel au Sénégal. Est-ce qu'à part le mode traditionnel horizontal, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on pratique au Sénégal? Moi, je connais une seule façon, la façon de l'éviter. C'est-à-dire, je sais qu'il y a l'accouchement avec siège. Mais il y a l'accouchement original aussi. C'est-à-dire la tête vers le bas, la tête qui sort en première. C'est ce que vous appelez horizontal? Non. C'est-à-dire que la femme est couchée, parce qu'en fait, il y a des régions où elles sont par exemple. La position de la femme pour l'accouchement. Pour accoucher. Oui. Ah, d'accord. Coucher. Ok. Donc, je connais la position couchée. Ok. Mais maintenant, s'il y a d'autres positions, vraiment, je ne sais pas. Alors en fait, parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'on a compris, c'est que c'est plutôt en Occident qu'on accouche comme ça, de base. Effectivement, comme après il y a eu les colonisations, forcément, nous on a un petit peu repris cette façon de faire, mais qu'en fait, nous, on accouchait plutôt accroupi ou debout, en fait, avant. Et que souvent, en campagne, dans les campagnes africaines, là où il n'y a pas d'hôpitaux, c'est plutôt comme ça qu'elles accouchent, les femmes. Parce qu'en fait, au niveau de la gravité, c'est mieux, en fait. Et toi, alors, Mariam? Oui, il y a l'accouchement, maintenant, comme on fait comme les blancs, coucher. Mais meilleur, c'est pour ça que j'ai dit qu'on va retourner voir les grands-mères et même maintenant au village, il y a des changements. Il fait comme au hôpital, il y a l'hôpital maintenant. Le meilleur que les grands-mères y font, maintenant les riches, les gens qui ont de l'argent, voilà, ils vont voir la personne pour faire leur femme à la maison. Voilà, il met femme en bas, à genoux. Les grands-mères ils font ça, les bébés ils viennent naturellement. Donc on se met à genoux, c'est ça? À genoux, voilà. Ok. Voilà, il y a les grands-mères qui viennent, il y a les blocs, il y a tout, ils préparent tout, comme la reine.
bébé, de toute façon. Voilà. Et toi, tu as accouché comme ça? J'ai pas accouché comme ça, c'est ma mère qui a fait comme ça. Ok. Elle m'a expliqué, mais j'ai donné, il y a Allô? des mamies au pays. Moi j'ai vu, il y a des mamies qui font accouchement comme ça au pays, au village des Mous. Alors, magnifique. Hein. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, Témoigner sur quoi? Pardon. pardon. Une dame, c'est la dame guinéenne dont je te parlais hier sur qui on comptait mais qui avait accouché en fait. Donc là apparemment elle est prête à intervenir, c'est ça? Voilà. Elle peut parler de la Guinée. Non. Alors, bonsoir. Bon. Bonsoir mon frère. C'est ma Guinée, il faut dire. Non, elle est en France. Alors, donc, vous êtes en France, c'est ça? Mais d'origine guinéenne, c'est ça? C'est où? Oui. On va augmenter le On volume. va juste augmenter le son. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, on est ravis de vous accueillir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a Rose qui a un petit problème d'accessoire, mais voilà, elle a résolu le problème. On est en train de parler de l'accouchement, en fait, de la position de l'accouchement, parce que, effectivement, en Europe, c'est plutôt la position de coucher, donc horizontale, mais souvent, dans nos contrées, dans nos pays, à la base, c'est pas comme ça qu'on accouchait. On accouchait plutôt soit de manière accroupie, soit en étant debout. Donc, je voulais savoir, par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle, dont vous avez entendu parler, ou que même vous avez pratiqué. Alors, moi, j'ai entendu parler qu'on pouvait accoucher de plusieurs manières, c'est-à-dire soit dans l'eau, apparemment on peut accoucher de la position qu'on veut, c'est-à-dire même se mettre les mains par terre, se mettre à quatre pattes ou se mettre sur le dos, c'était possible. Mais après, c'est vrai, actuellement, quand on va à l'hôpital, ce qu'on nous propose le plus souvent, c'est de se mettre sur le dos et mettre les pieds sur une sorte de fer, quoi. Ouais, dans les trous. Automatiquement. Après, il y a des cliniques où les gens, en fait, ils vont, en fait, ils programment à l'avance pour accoucher soit dans la piscine ou des positions, en fait, traditionnelles. C'est possible, ça existe. Oui. Tout à Ça fait. existe. Et donc, vous avez accouché, vous avez combien d'enfants? C'est mon 5e enfant. Ok, 5 enfants. Et vous avez accouché de tous vos enfants ici en France? Tous mes enfants, j'ai accouché en France. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, parce que nous avions déjà commencé et on a un petit peu discuté avec Mariam qui est avec nous et ainsi que Agnès, qui est en direct aussi au téléphone avec nous, mais elle du Sénégal. Et on a un petit peu parlé des grossesses multiples et de savoir aussi si on annonce ou on cache sa grossesse quand on la découvre. Comment ça se passe en Guinée? Alors en Guinée, moi je peux en Guinée, je sais qu'en Afrique, comment dire, par rapport à leur culture, il y en a par rapport à leur religion, ou par rapport, comment dire, par exemple, en Guinée, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. En fait, quand les parents les ont éduqués, en fait, c'est des hontes de dire que je suis enceinte. On n'annonce pas ça comme ça, mais aujourd'hui, on est en 2021. On annonce, c'est plus une honte. Parce que pour eux, avant de dire qu'on est enceinte, c'est comme si on dit qu'on a eu un rapport sexuel, quoi. Okay. Mais aujourd'hui, en 2021, maintenant, les gens, ils annoncent ça normalement. Je suis enceinte. Voilà, plus facilement. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez des anecdotes de grossesse à nous donner sur des choses que vous savez qui sont traditionnelles, en particulier en Guinée? Non, je ne pourrais pas vous dire. Ok. De transmissions qui se sont faites
de mère en fille ou que vous avez pu entendre en fait, tout simplement, parce qu'on entend souvent beaucoup de choses. Oui, après des transmissions, on peut dire oui, quand on est enceinte, c'est bien, il y a des plantes, c'est bien de boire. Il y a des choses qui vont nous dire que c'est pas bien de boire parce qu'on peut faire une fausse couche si on boit ça. Est-ce que vous avez des choses en particulier, par exemple, comme quoi? Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Je sais par exemple, il y a une quand j'ai oublié le nom de la plante, je sais qu'il y a une plante qui dit que quand on est enceinte, c'est pas bien de le prendre parce qu'en fait, c'est une plante qui nettoie le ventre. Mais j'ai pas le nom de cette plante en tête, quoi. D'accord. Alors, peut-être que nos auditrices et auditeurs connaissent cette plante et qui pourront nous le dire sur la page Facebook. Et comme ça, on saura de quelle plante il s'agit. Tout à l'heure, on était en train de parler justement de l'accouchement. Agnès, est-ce que les maris sont autorisés dans la salle d'accouchement au Sénégal? Ils sont autorisés à faire l'accouchement au Sénégal. Ouais, est-ce qu'ils sont autorisés à venir, à être présents, à assister à l'accouchement? Oui. Ça dépend de l'accord du mari. Il y a quelques-uns qui donnent leur accord par rapport à leur présence. Et il y en a qui ne préfèrent pas. D'accord. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais traditionnellement, c'est quelque chose qui se faisait ou pas? Non, traditionnellement, ça ne se faisait pas. D'accord, c'est plutôt quelque chose maintenant. On n'y pensait même pas. Ouais, ok, d'accord. Et pour le Mali? Le Mali aussi. Non? Non. Et ton mari, il a assisté à tes accouchements? Ici. D'accord, pas pour le premier? Non, premier. D'accord, ok. Et pour... Nafa? Oui. Oui, est-ce qu'en Guinée, il est autorisé que le mari assiste, bon, on parle traditionnellement, hein, parce que là, maintenant, on sait que c'est des choses qui pourraient se faire. Est-ce que traditionnellement, dans la culture, est-ce que c'est autorisé que le mari assiste à l'accouchement? En fait, traditionnellement, en fait, le mari ne pense pas à ça. La femme, elle va accoucher, on pense toujours qu'elle n'est pas loin, en fait, où il y a une grand-mère qui va l'aider à accoucher, quoi. Traditionnellement, on ne se pensait même pas à ça, à assister à l'accouchement de la femme. Donc, par rapport à la position pour l'accouchement en Guinée, est-ce que traditionnellement, à part la position dont vous parlez tout à l'heure, qui se pratique allongée, donc bien, est-ce qu'il y aurait d'autres positions qu'on pratique en Guinée dont vous êtes au courant? Pardon? Je sais que la position qui pense, c'est la position dans le dos. Après, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est où? C'est lequel là? La césarienne. Et en ce qui concerne la césarienne, alors en Guinée, alors comment c'est perçu, comment c'est vu? La césarienne, voilà, comment est-ce que cela est perçu? Alors, sincèrement, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que financièrement, en fait, je sais que c'est difficile pour eux de pratiquer ça, mais aujourd'hui, actuellement, je sais qu'ils le font. Il y a moins de problèmes, mais avant, est-ce qu'ils le faisaient vraiment? Est-ce qu'ils arrivaient à le faire? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Mais la césarienne, c'est pas quelque chose qu'on choisit, je veux dire, enfin rarement. Oui. Donc quand il arrive que la femme accouche et qu'il faille lui faire la césarienne, comment c'était perçu? En fait, c'est surtout ça, c'est pas quelque chose qu'on programme, enfin, pas délibérément. Ah ouais, quand c'est pas programmé, voilà. En fait, peut-être au Sénégal, il y a une conception par rapport à la césarienne?
Mais d'abord, la césarienne, je ne sais pas si Non, Agnès. La césarienne, je ne sais pas si ça a été une bénédiction de Dieu dans le temps, mais il n'y en avait pas, à ma connaissance. Non, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui plutôt, on va dire, quand c'est arrivé, comment c'est perçu en fait? Parce que moi j'ai cru comprendre que dans certaines cultures, c'est considéré comme si en fait la femme elle n'avait pas vraiment accouché en fait. On te le dit d'ailleurs. Oui, mais toi tu n'as pas accouché. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que moi, il m'arrive de dire à ma fille, qui a eu 2 césariennes, qui a été césarienne, de lui dire que tu n'as pas vraiment accouché. Ah ah. Pour vraiment accoucher, il faut passer là où je suis passée. Ok. Voilà. Alors ça, ce sera certainement un autre débat. Elle me dit la souffrance, elle est là, maman. Je dis non, même avec cette souffrance-là, vous n'allez jamais nous égaler. Il faut passer par là où nous sommes passés pour qu'on dise que vous avez vraiment accouché. Ouais. Bon, par contre, après, je pense que celles qui ont eu la césaриenne, après coup, c'est bien plus difficile que pour celles qui ont accouché par voie basse. Mais bon, après, ça sera sûrement un sujet d'une autre émission. Et pour le Madi, comment ça se passe? Moi, je ne peux pas répondre là. Il n'y avait pas de... Vous n'avez jamais entendu dire si les femmes qui ont accouché par césarienne, qu'en fait elles n'ont pas vraiment accouché? Voilà, j'ai jamais entendu. Ok, très bien. J'ai juste encore une petite question pour Agnès. J'ai entendu parler qu'au Sénégal, on utilise la rose de Jéricho pour accoucher plus facilement. Est-ce que c'est une tradition dont vous avez entendu parler aussi? C'est quoi la rose de Jéricho? Alors voilà, bah non, alors, ça veut dire que vous n'en avez pas entendu parler. Donc en fait, tu peux expliquer. Du tout alors. Non, mais la rose de Jéricho est une plante, pareil, qu'on trempe, qui s'assèche et qu'on trempe dans l'eau. Et quand la femme, comment dirais-je, a des difficultés, et voilà, a des difficultés pour accoucher, le fait de voir, parce que c'est une plante, dès qu'on la met dans l'eau, elle s'ouvre. Et le fait de voir cette image, cette métaphore, il paraît, cette image, voilà, il paraît que ça aide la femme psychologiquement à s'ouvrir, peut-être, en tout cas à se détendre et à faciliter l'accouchement. Et il y en a même qui l'ingèrent aussi. Il y en a qui l'ingèrent en buvant de l'eau. Je ne savais pas avant. Bah voilà. Ah bah c'est génial parce que nous leur apprenions quelque chose. Mais même moi, c'est génial. Oui, et d'autre part, je voudrais savoir, est-ce qu'au-delà de la rose de Jéricho, est-ce qu'il y aurait-il d'autres plantes qu'on donne aux femmes pour les aider à faciliter leur accouchement, tout simplement? Des plantes, oui. En tout cas, je me souviens là, on disait, j'étais toute petite, mais j'ai entendu dire par ma maman qu'il y avait des talismans qu'on trempait et qu'on faisait boire aux femmes quand elles avaient des contractions pour pouvoir accoucher facilement. D'accord. Rapidement et sans douleur. Ok. Maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais je sais que ma maman me disait que ça existait. Ok. Maria, Chez nous, il fait beaucoup de choses, mais comme le domaine là, je connais pas. D'accord. Mon mari, il fait même chose. Ok. Est-ce que... Nanfa, tu voudrais ajouter quelque chose? Ok, d'accord. Alors, on va un petit peu parler maintenant de ce qui se passe après. Donc, on a accouché, l'enfant est là, le moment tant attendu est arrivé. Comment ça se passe en fait, cette arrivée de l'enfant? Donc, moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu, mais peut-être que vous allez me contredire ou rajouter des choses. Qu'en Afrique de l'Ouest, souvent, aussitôt que le nouveau-né arrive, on l'enveloppe dans un pagne qui serait identique à celui de la maman.
c'est une façon de signifier que le bébé est bien l'enfant de cette mère-là. Donc voilà, est-ce que on dit aussi qu'au Sénégal, peut-être qu'on fait dans l'heure qui suit la naissance, on peut lui faire goûter au nouveau-né du sucré, du salé et de l'amer. Donc est-ce que ce sont des choses vraiment qui sont pratiquées encore et ou si elles ne sont, enfin si vous ne savez pas, mais en tout cas que vous avez entendu parler de ça. Peut-être peut-être Nanfa, parce que comme J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu religieusement quand l'enfant est né, si on lui donne le miel, ils disent que c'est bien. Apparemment, ils disent que c'est une sunna. C'est pas obligé de le faire, mais si on le fait, c'est bien. Mais il y a des gens qui disent que comme on est en France, il faut pas le faire parce que le taux, quand ils vont prendre le bébé, quand ils vont faire les vérifications, le taux du sucre peut augmenter. Mais il y en a qui le font ailleurs. effectivement. Bon, effectivement, ici en Europe, hein, le miel, on ne devrait pas le donner à l'enfant avant qu'il ait 1 an. Enfin, c'est pas recommandé. Mais typiquement, bah, voilà, c'est intéressant de voir que dans certains pays d'Afrique, ben, par contre, dès la naissance, on pourrait donner. Alors, je pense que c'est pas non plus 4 cuillères, hein, mais en tout cas de goûter un peu de miel. Agnès, est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu aussi si tu en as déjà entendu parler? Je vais commencer par le pain. Voilà, vous disiez tout à l'heure qu'après l'accouchement, on enveloppait le bébé avec le pain de la mort. Et d'ailleurs, il y en a qui le font jusqu'à présent. Et c'est juste parce que dans certaines maternités, il y avait bol de bébé. Ok. Il y a bol de bébé. Voilà. Maintenant, pour reconnaître son enfant, on enveloppe avec son pain son enfant, son bébé. Voilà. Et parfois même, il arrivait qu'on déchirait un bout du pain pour l'attacher au poignet du bébé. Ah, ok. Ok. C'est intéressant ça. Maintenant, concernant le miel, je sais que le miel, on le donne au bébé ici pour qu'il n'ait pas des maux de ventre. Ok. Parce qu'après l'accouchement, souvent le bébé a mal au ventre, comme la maman aussi d'ailleurs. Mais seulement une toute petite dose, pas beaucoup, une petite dose, une demi-cuillerée peut-être à café. D'accord. Voilà, et ça fait dormir aussi, ça fait dormir. C'est comme, je sais pas comment le dire, c'est comme un somnifère. C'est pourquoi il ne faut pas beaucoup en donner, un tout petit peu seulement. Ok. Et, mais alors, par contre... on lui donne un peu de miel. D'accord. Quand le bébé est trop nerveux, on lui donne un peu de miel et ça le calme. Ok. Mais donc on ne lui fait pas goûter selon vos sources du salé, de la mer. Par exemple, là on parlait de noix de cola. Donc on faisait aussi goûter à l'enfant en fait, je pense un peu tous les goûts, les différents goûts en fait. Ça, je viens de l'apprendre. Ok. Bon, alors après, hein, c'est des choses que j'ai lues, mais peut-être que c'est pas complètement juste. Et pour toi, au Mali, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi pareil? Oui, c'est nous, j'ai vu mon père, moi j'ai pas fait. Ouais. Quand mes frères et mes sœurs sont nés, ils met les miels des doigts comme ça, ils commencent à manger ça premier. Après, tu vois l'air des cuillères là qui par là, il met les 2 oreilles. Voilà. Le miel sur les oreilles. Non, il récite les sourates. Tout à l'heure, dans mon téléphone là, il met les 2 oreilles. Après, il laisse. Avec le miel, il mange avec les doigts. Mon papa, il fait ça. Moi, j'ai pas fait ça, mais je cherche quelqu'un qui est pour faire les oreilles des enfants. Voilà, le miel. Parce qu'on lance un appel s'il y a quelqu'un qui sait faire ça pour les oreilles des enfants.
qu'il contacte Mariam. Voilà. Il met on dans sait les jamais. oreilles, voilà, il fait prière dans des oreilles. Ouais, j'ai déjà fait. Ok. Et les miels là, j'ai peur parce qu'avec ma maternité ici là, ils vont dire que t'as donné quoi à un bébé. Voilà. Tout à fait. J'ai aussi lu qu'il y en a qui lavent une tablette où il y a des écrits à l'encre, des versets coraniques, et après on lave l'enfant avec cette eau-là. Oui, il y en a, ils font ça. Maintenant, tu vois, j'ai dit avec les religions, il y en a, ils croient ça, il y en a, ils ne croient pas ça. Voilà. Sinon, ça existe pas. Ok. Non, mais en fait, il faut préciser, en fait, il y a un animisme qui a des pratiques en Afrique. Les musulmans, dont les sourates sont voilà, oreilles, et les chrétiens. Bon, peut-être que nous, on ne peut pas, Madame Traoré et moi-même, on ne peut pas en parler, mais effectivement, ça rejoint ce que tu dis, et là, ça concerne la religion musulmane. Musulmane, il faut bien, donc c'est pas dans la généralité. Voilà. Oui, tout à fait. Mais en même temps, après, c'est toute une communauté. Oui, non, c'est nous aussi, il y a les chrétiens. C'est nous Oui, aussi, il y a l'islam, il y a les chrétiens. Mais à côté des chrétiens, je ne peux pas parler. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que. Voilà. Mais même les musulmans, c'est. On est comme ça. Il y en a, ils disent c'est bon pour laver les trucs, laver les enfants. Ouais. Mais il y en a, il y en a d'autres qui ne font pas ça. D'accord. Voilà. Tout à fait. Il y a un proverbe africain qui dit « Là où ton placenta est enterré, tu reviendras ». Donc dans de nombreux pays africains, on enterre le placenta près du domicile où l'enfant est né, par exemple sous un arbre ou ailleurs. Par exemple en Europe, souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je voulais savoir chez vous comment ça se passe. Donc, au Sénégal, en Guinée et au Mali, qu'est-ce qu'on fait avec le placenta une fois qu'il est sorti? Peut-être. Oui. Alors, en Guinée, Oui. on parle pas des mots. Ok. Et vous avez fait quoi avec les 5 placentas? Ils sont nés ici. Bah, je sais pas, mais parce que ici aussi maintenant on peut commencer à demander à le garder. Donc voilà, oui, on veut. Il y a le cordon ombilical et il y a le placenta. C'est deux choses différentes. Le placenta il sort aussi après avec le bébé. Et Agnès, comment ça se passe au Sénégal? Et moi, je n'en ai jamais entendu parler. Ah oui? Je ne sais pas comment dire. Là, je ne suis pas au courant. Désolée. Ok. Il y a le placenta, puis il y a le cordon ombilical aussi. Est-ce que vous les gardez? Vous les gardez pas? Le cordon, oui. Mais Le cordon, vous le gardez au Mali? oui, Mali, si, même si l'enfant il a mal aux yeux, tu mets dans de l'eau là, après tu mets dans les yeux. Ok. Ouais, s'il y a des mêmes. Ah bon? Ok. Voilà. Ah, ça, c'est On met intéressant. vraiment des enfants, même aussi. Ils soignent beaucoup de choses quoi. Avec le cordon ombilical? Avec les cordons, voilà. Ok. Et d'autres, là, j'ai On lui donne à boire, tu disais Bah oui. Vous disiez quand il a mal au ventre, tu peux mettre de l'eau pour lui il va boire. Ah bon? Ouais, s'il a mal aux yeux aussi, Ah. chez nous c'est comme ça. D'accord. Ah, au Sénégal, bah, j'apprends une chose, enfin, moi que moi j'ai grandi, voilà. Donc au Sénégal aussi, on lui donne à boire. Oui, parce que, par exemple, moi, tous mes enfants, j'en ai 6, mais j'ai gardé tous les 6. Les cordons, Je ne me suis pas débarrassée des 6, je les ai gardés. Et quand ce que me disait ma maman, si l'enfant a mal au ventre, tu trempes le cordon qui est devenu sec dans de l'eau et tu lui donnes cette eau à boire pour que ça calme son ventre. Ok. Moi j'ai des comptes à régler parce que. Bah, si on avait su ça, hein, Ben on oui, aurait gardé. on aurait gardé, moi j'ai pas su, j'ai pas gardé. Hein. Bon. Oui.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'allaitement, Madame Traoré? Non. Concernant l'allaitement, alors quelles sont les pratiques au Sénégal ou en Guinée ou au Mali? Madame Traoré? Je laisse la parole d'abord à l'autre. D'accord. Et j'interviendrai après. D'accord. Nanfa, tu Nanfa. voudrais intervenir? Moi, je peux dire en termes d'allaitement en Guinée, si on peut habiter, c'est très bien, puisque l'enfant, comment dire, qui en fait est très bien attaché à sa mère, il se fait protéger pour plusieurs maladies. L'allaitement est conseillé. Si on peut le faire, il faut le faire. Mais la plupart du temps, on ne le fait pas parce que financièrement, acheter le lait là-bas, on ne peut pas le faire tout de suite. En tout c'est bien, c'est conseillé. D'accord, ok. Mais les gens, la plupart du temps, ils le font automatiquement. D'accord. Et vous, en étant ici, vous avez pu allaiter? Je vais aller tout automatiquement jusqu'à 18 mois. Ok, magnifique, c'est génial. Super. Alors, et du côté du Mali, comment ça se passe avec l'allaitement? Ce que je vais dire les enfants maintenant, il faut qu'on va faire comme avant. C'est très très important. Voilà, c'est important. En plus, c'est propre, c'est naturel. Voilà, pour moi, j'ai fait une fois jusqu'à 3 ans. Ok. J'ai fait une fois deux enfants 3 ans, un enfant 2 ans. Voilà, c'est très très important. Voilà. Les deux là, si Dieu l'a fait, parce que je ne sais pas, pour moi, c'est comme un médicament, il y a tout dedans. Voilà, voilà. Mais c'est un médicament. C'est un médicament. D'ailleurs, même ici, on nous dit quand l'enfant il est enrhumé, qu'on peut utiliser le lait pour mettre dans son nez. Pour, tout ça, voilà. ouais. Oui, non, mais même parce que si j'ai remarqué, parce que j'ai des fils, ils ont proches, il y en a des bébés, ils ont 1 an d'écart. Et mon fils là que j'ai donné le lait là, 3 ans, c'est pas pareil. Voilà, j'ai remarqué ça. Mais c'est quoi comme différence par exemple? Différence quand on n'est pas trop pays, et les deux là, ça va pas du tout. Mais lui là, il était en forme, voilà, il bouge beaucoup, même maintenant lui, il est plus costaud que il est résistant en fait. Voilà. C'est pas question de ça aussi, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup. Merci. Agnès? Oui. L'allaitement, en ce qui concerne l'allaitement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je sais que l'allaitement maternel favorise la bonne croissance de l'enfant. Et donc, ici, moi je n'ai pas fait, mais je sais qu'il y en a qui le font jusqu'à présent, qui allaitent leur enfant jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire exactement. Il y en a même, il y en a même qui allaient jusqu'à 4 ans. Oui. Moi je l'ai vu et je le sais. Et j'habite avec une dame qui est en dessous. Il allait jusqu'à présent son enfant. Dans 2 mois, il aura 2 ans. Donc elle allait sevrer. Et au moment où elle a décidé de le sevrer la veille, le lendemain, il a plu. Puis on lui aurait dit que ce n'était pas conseillé, n'était pas couché d'attendre que la pluie cesse, l'hivernage cesse, pour pouvoir sevrer son enfant. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Parfait. Et je voulais également que nous abordions un autre sujet qui est très important, c'est-à-dire quand la femme accouche. Comment se passe l'entretien de son corps? Est-ce qu'il y a des rites spécifiques?
Et est-ce que et l'entretien, enfin le bain de l'enfant aussi, comment ça se passe? Il y a des rites, des plantes, des voilà. Bon, je sais que pour la maman, après l'accouchement, pour retrouver sa forme et sa santé, on lui fait un massage avec des feuilles de bananier et du beurre de karité. Ouais. Ok. Là, c'est pour la maman. Et l'enfant aussi doit être maté avec du beurre de karité aussi pour garder la souplesse. D'accord. Ok. Et puis au Mali? Au Mali, il y en a les mamans d'abord, parce qu'il y a les filles là-bas. C'est pas facile comment je vais dire. Les filles, la soliki, ils disent bébé. Ok. Voilà. Quand vous dites ça, là, ça nettoie tout. D'accord. Voilà. Donc il faut boire. Il faut boire chauffer l'eau chaude. Mais c'est bizarre ici, la maman elle couche boire l'eau froide, ça ne nettoie pas. C'est nous qui l'eau chaude. D'accord. Voilà, Timera, Mareveda, Oumditié, Oudimbe. D'accord. Voilà. Ce sont des noms des plantes. Nom des plantes. Voilà, ça nettoie. Voilà. En plus, il y a une lac là-bas, c'est comme les Nivakines aussi, Rose connaît, c'est comment, les trucs et ça, comment là? C'est comme les Nivakines. Oui, Voilà. on a dit le mot hier. Voilà, une œillère. Tu prends, tu mets de l'eau chaude dedans, fais les massages avec des verres de qualité, comme ça, c'est bon. Voilà. Mais de l'eau aussi, il y a beaucoup de princes maris pour donner, nettoyer. Beaucoup. Il y a des médicaments pour ma cheville, il y a des médicaments pour Mali, il y a plein, il y a des Mais qui mamans. prennent déjà bébé les médicaments pour marcher vite? Oui, il y en a, ça existe. Médicaments pour que le bébé il a fait. Tu vas à caca là, jolie couleur, ça y a tout pour nettoyer, pour qu'il puisse sentir bon. Il y a tout, il connaît plein de choses. Et c'est des plantes naturelles? Naturelles. Mali là. Chez nous, c'est rarement des plantes pas naturelles. Hein. Ouais, non mais parce que bon, voilà. Donc Mais il y a un autre point aussi. Il y a un autre point aussi concernant l'après-accouchement de la femme, concernant le massage, plus spécialement. Donc, la femme après l'accouchement, elle doit tout le temps avoir le foulard noué sur la tête. Ne pas recevoir de l'air, du courant d'air. Ok. Et s'habiller chaud. On ne pas avoir courant d'air aussi. Et pour maintenir ta forme, parce qu'il paraît que quand tu viens d'accoucher, tu es ouvert chez toi. Et la poitrine, les cuisses, ainsi de suite. Donc, excusez-moi, pour que tout ça se referme, il faut en prendre soin pendant cela. D'accord. Ok. Donc, Mariam nous confirmait que c'est pareil aussi au Mali. Et il y a des pagnes traditionnelles noires là, même. Ah, il y a des pannes traditionnelles. Voilà, tu mets ça, comme ça, comme c'est plus solide. Pour resserrer. Voilà. Même le coiffeur là, il faut changer, ça se voit qu'elle a la bouche. Ok. D'accord. Et que peux-tu nous dire sur ce qui concerne l'attaché de ventre? Le fait qu'on attache le ventre des mamans? Voilà, merci. C'est pour ne pas avoir un gros ventre, c'est pour faire rentrer son ventre. Parce que tu sais qu'après l'accouchement, on a tendance à avoir un gros ventre. Voilà. Et maintenant, pour faire disparaître cela, il faut bien attacher le ventre. Et actuellement, il y a des gaines qui se montent, des certailles, tout ça. Et ça, c'est comme plupart de nos mamans. Oui. Bon, moi, je trouve dommage d'ailleurs. Ouais, oui, c'est dommage. C'est moins joli. C'est moins traditionnel. Ouais, Local. c'est beaucoup plus sympa quand c'est des pagnes. Je trouve, voilà quoi, c'est plus traditionnel quoi. Non pas. Et tu voudrais nous dire aussi peut-être
ce que tu en sais, les traditions par rapport à l'après-grossesse, les soins qu'on donne à la maman et au bébé? C'est à peu près la même chose, hein. Pareil, je te conseille d'attacher la paille plutôt sur le ventre pour que, en fait, on retrouve à peu près la même ligne au niveau du ventre et boire des trucs chauds. Et tout à l'heure, elle disait que les poils du canal et des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas par contre traduire selon mon plan de... Pas de souci. Voilà. Nos auditeurs nous les traduiront sur la page Facebook, j'en suis certaine. D'accord, ok. En tout cas, il faut boire du chaud. Je vous conseille de boire du chaud. Voilà. Donc, du chaud pour pouvoir libérer en fait tout ce qui est dans le ventre, tout ce qui est sain, quoi. Et les bonnes blancs qui ressort en bas. Voilà. Oui, ok. Une précision aussi, je voudrais, parce que j'ai remarqué que ce n'était pas la même chose. En ce qui concerne le bain du bébé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ce qui se pratique en Afrique? Parce qu'ici, j'ai remarqué que c'était autre chose. Le bain du bébé. Le bain du pays. Tu veux commencer, Non, Marianne? non, on attend comme ça. Ok, Agnès? Je laisse la parole à... Non, pas. Alors, l'enfant. Le bain du bébé, ce que je peux dire au pays, directement comme une grande personne. Quand je dis comme une grande personne, parce qu'ici, en France, quand on fait le bain du bébé, on a l'impression qu'on fait une toilette, mais au pays, on le lave directement quoi, avec du savon. On voit que directement le corps, et ici, on ne frotte pas, en fait, c'est avec un grand doux. Mais là-bas, c'est pas avec un grand doux, c'est avec. Il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est comme de la paille. D'accord. C'est marron, du savon, et puis on a voulu le bébé directement avec. En France, c'est dit, quand on accouche, c'est avec un gant, et puis du gel douche, et puis on fait ça tout doucement, et puis des fois, on lave l'enfant une fois sur deux, mais au pays, on le lave directement, on le met dans l'eau, on le masse avec du beurre de karité. Voilà quoi. Ok. C'est tout de suite quoi. Comme une grande personne, tout de suite comme une grande personne, pour que l'enfant il dort bien. Voilà. D'accord. Ils se sentent mis dans mon corps quoi. Ok. Voilà, c'est ce que je peux dire. Agnès? Voilà, avant le bain, on enduit l'enfant, le bébé de beurre de karité. Disons, c'est comme un massage, du massage d'ailleurs, et un massage privé à l'aide du beurre de karité. Et avant de tremper dans le bouillon, ça passer. Pour que la température aussi ne soit pas trop élevée, soit au milieu, disons de l'eau tiède. Et puis commencer par la tête, essuyer un peu la tête, savonner sa tête, et avec la tête inclinée, verser de l'eau, pour ne pas que l'eau vienne entre dans ses narines et l'étouffer. Et ensuite nettoyer son visage avant de procéder au reste des membres du corps. Ok. Après de prendre, de sortir de la baignoire, d'envelopper avec une serviette et d'habiller. D'accord. Donc c'est bien ce point-là, si je peux me permettre. Je voulais qu'on fasse le parallèle entre ici où on nous dit qu'il ne faut pas qu'il trempe dans l'eau tout de suite, alors que là-bas, tout de suite, il va dans l'eau sans difficulté, quoi. Il n'y a pas trop de séquences. Ouais, comme ils ont dit, c'est nous aussi, il faut laver bien bébé comme une grande personne. Avant de laver aussi, c'est nous, il y a des verres qu'on dit, les peuples, nous, on fait avec les laits là. C'est comme les verres, c'est nous. Tu donnes à bébé, après avec l'eau tiède un peu aussi, tu donnes, tu bois beaucoup. Après, il faut laver bien comme papa a dit, comme L'enfant. voilà, frotter bien. Après, c'est bon, tu mets bien des qualités, comme ça, masser, tourner la main, la tête, les pieds, tout bien. Ok. L'enfant est dort.
Voilà. Comme ça. J'ai une question, à propos de l'accès de aide médicale dans les différents pays pendant la grossesse. Est-ce que c'est seulement les gens qui ont des moyens financiers ou c'est tout le monde dans les... Mais il n'y a pas d'aide médicale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Chez nous, il n'y a pas. Mais il n'y a pas. C'est comme si une femme veut aller chez un docteur faire un ultrason ou un test. Mais ça dépend en fait, ça va, je pense être effectivement les femmes qui ont les moyens, elles vont pouvoir aller à l'hôpital et puis les autres en fait souvent Elles vont dans le dispensaire, voilà, ou à la maison. Voilà. Et en fait, il y a pas, c'est pas comme ici en fait. Et le dispensaire, c'est les infirmières, ils n'ont pas un diplôme des... Si, elles vont avoir peut-être un diplôme, mais peut-être qu'il va y avoir une seule infirmière qui va s'occuper de peut-être... et puis le reste, c'est des femmes qui vont l'aider, quoi. Il y a des PMI aussi, il dit PMI. PMI. Voilà. La dame, ils vont là-bas jusqu'à l'accouchement. C'est pas cher du tout. Prévention infantile maternelle. Il y a par exemple l'accès à un test ultrason? Certainement. Oui, parce que l'ultrason, ça veut dire l'échographie. L'échographie. Est-ce que dans les contrées éloignées, est-ce qu'il y a ça? Je n'en suis pas sûre. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a les matrones, là, comme disait Maria, des mamans qui sont là, qui connaissent et qui ont l'expérience, voilà, qui, au coup d'œil, peuvent te dire si c'est des jumeaux. Enfin, on n'a pas toutes ces techniques-là, mais ils ont autre chose. Mais on a des mamans. Voilà, il y a des mamans qui sont là. Les femmes sont là et elles connaissent... Oui, d'accord, c'est quand tout va très bien, mais dans les cas où il y a des problèmes... Ah ben oui, effectivement. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a plus de mortalité là-bas quand les femmes... voilà, parce que justement, il n'y a pas tout ça. Et même ici, à l'époque, il y avait autant de mortalité parce qu'il n'y avait pas tout ça. Alors, voilà, on va terminer. C'est la fin de cette première émission Maternité d'ici et d'ailleurs. Merci aux auditrices et auditeurs de bien suivi. Merci Nampa et merci Agnès de nous avoir accompagnés pour cette première. Oui, alors nous adressons également nos remerciements encore une fois à Jolimé, particulièrement à Odile. Merci à toutes les personnes qui ont aidé et participé à la réalisation de cette émission. La prochaine émission aura lieu le 21 octobre pour une autre belle soirée. Voilà, non, sur un autre sujet. Voilà. Ça ne sera peut-être pas le même thème en fait. Okay. Vous serez, voilà. Si elles ont un dernier mot. Alors, mesdames, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur ce sujet? Ou si vous voulez dire quelque chose, un message à passer, c'est à vous. Alors peut-être qu'on va commencer par Agnès. Non, mais c'est fini, c'est la fin de l'émission. Non, mais là c'est la fin, c'est juste, voilà, c'est la fin, on a fini là. Bon, c'est juste pour vous dire merci. Parce que je n'ai jamais contribué à une émission de cette envergure et ça a été bénéfique et pour moi et pour d'autres, j'en suis sûr. Et vraiment vivement que le 23 octobre, nous soyons là, réunis comme aujourd'hui. 21 octobre. Parler d'un autre sujet. Et je vous remercie, sincèrement. C'est le Sénégal et moi qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci à toi, pareillement. Non, pas? Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission par téléphone. Voilà, ça fait du bien d'entendre comment ça se passe au Sénégal, au Mali, dans chaque pays différent. Voilà, je vous remercie à vous. C'était sympa. Merci beaucoup. Et Marianne qui était avec nous en direct sur le plateau. Et moi aussi, pareil. Ça me fait plaisir parce que j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
Et l'équipe. Ouais, merci à toute l'équipe, c'était super. C'était notre première. Oui, c'était notre première. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Et on se réjouit de vous retrouver encore une fois sur Solarium Radio. Merci pour le 21 octobre. Merci beaucoup. Oui, merci à Pascal, franchement, qui a fait beaucoup. Voilà. On voit qu'il y a de l'expérience. Voilà. Et nous, on demande à... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai, hein? Merci beaucoup.